Bon, eh bien, écoutez, une minute de pause pour boire un coup avant d'attaquer. Juste une question technique off, les parts meubles. On est off, hein, oui, Non. je ne sais pas même si l'enregistrement fonctionne. La part sur les biens meubles, c'est pour faire baisser les acquisitions. On a mentionné les biens meubles. 7 000 euros. On est en off ou on n'est pas en off là? On est en off? Si, non, on n'est pas en off. Ah ben alors on n'est pas en off alors. C'est juste la précision, tu dis en Disons off, que je mais on n'est pas en répondrai off. à la question à la fin du conseil. Voilà. Privé. Donc on n'est pas en off. Bon, alors, le budget. Ah, il y a d'autres points, excusez-moi. Ah oui. J'allais trop vite. J'allais trop vite. Le point suivant a trait au plan de financement qui a accompagné notre demande de subvention à la région dans le cadre du contrat d'aménagement commercial. Je vous rappelle que ce contrat a été déposé à la région après discussion avec celle-ci sur la procédure et sur les délais pour nous permettre de réaliser deux opérations importantes d'investissement sur des biens immeubles de la commune et avec un financement de l'ordre, enfin, basiquement, de l'ordre de la moitié du montant global. Pas tout à fait, mais presque. Ces deux opérations sont une opération qui concerne la rénovation de la toiture de l'église, opération qui figure dans notre plan pluriannuel depuis une éternité, mais qui finit par devenir un petit peu pressante, et une autre opération qui est la construction d'une salle multi-activité, qui existe aussi dans les prospectives pluriannuelles depuis pas mal d'années. Vous vous souvenez sans doute, au moins pour ce dernier point, des expositions de l'école d'architectes que nous avions faites dans les années 2005. Bien, donc on a présenté un programme de financement pour ces deux projets qui figure sur le document que vous avez reçu en page 4, je ne vais pas vous le relire. Ce programme de financement qui figure en page 4, qui est évidemment hypothétique, dans la mesure où il s'agit de demandes de subventions et que les subventions ne sont nullement garanties tant qu'on n'a pas reçu les avis. Nous avons déjà de la part du contrat régional une première remarque sur ces deux tableaux, c'est que la région exige que la part d'autofinancement de la commune soit supérieure à 30% pour chaque opération, chose que nous n'avions pas intégrée, ne le sachons, dans notre projet initial tel qu'on l'a diffusé. Nous procédons donc à une rectification de ce projet de financement, rectification qui a quand même une certaine part d'aspect théorique, dans la mesure où pour le moment, le contrat n'est qu'un projet et que nous n'avons d'aucun des participants de réponse sur le sujet. Et que si, pour une raison ou pour une autre, les subventions préfigurant la réalisation ne sont pas acquises, eh bien nous aurons à nous repencher sur le projet lui-même, ou l'échelonnement, ou les priorités des projets les uns par rapport aux autres. Alors là, en l'occurrence, le projet de l'église ne pose pas de problème, puisque, comme vous le constatez sur le tableau, la part d'autofinancement est de 33%. En revanche, le projet de la salle multi-activité, où la part d'autofinancement est de 23%, pose problème. Donc, nous avons modifié le plan de financement, nous l'avons modifié en remontant à 30% la part d'autofinancement de la commune, et parmi les autres subventions demandées, évidemment, on n'a pas réduit celle du Conseil régional, puisque c'est la principale et celle sur laquelle nous comptons. On n'a pas réduit la part du Conseil départemental, même si on aurait pu se poser la question, dans la mesure où peut-être que le département n'existera plus et que ça reposera l'ensemble de la question de ces financements à terme. Nous avons réduit la part du Centre national pour le développement du sport parce que l'expérience nous a appris que c'est l'organisme qui est habituellement le moins généreux. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, en fait, la question est une remarque, en ce sens qu'on part déjà avec une augmentation de plus 31% par rapport au budget prévisionnel.
Donc c'est un dépassement suffisamment important pour se poser la question de la pertinence en fait de ce projet, d'autant que ce projet initialement il avait été présenté avec en fait une surface de 1000 m², et que compte tenu de la dépense prévisionnelle, il avait été ramené à 700 m². Et dans ces conditions, on peut se poser la question de l'intérêt en fait et de vos convictions sur la nécessité d'avoir une salle multi-activité, puisque vous n'hésitez pas à réduire votre surface de 1000 à 700, et donc on peut se dire, est-ce que véritablement il y a un vrai besoin, d'autant que, à ma connaissance, les seules études de besoin qui ont été produites, ça a été de nous dire qu'il y avait une croissance exponentielle des demandes d'adhérents au club de boxe. Oui, Non, enfin, C'était le principal argument qui nous a été en fait avancé. je crois que sur ce plan-là, je vais me réserver la réponse. Quand on a imaginé la réalisation de cette salle, je vous ai dit c'était dans les années 2005, et pas de club de boxe. Mais tout ceci, c'est de la prospective. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait, de la même façon qu'on a affiché quelque part, et vous en êtes fait l'écho largement d'une population qui pourrait atteindre les 4500 personnes un jour, voire les 5000, qui sait, la population ira en augmentant et par conséquent, les besoins de locaux de toute nature iront aussi en évoluant. Par conséquent, c'est un pari sur l'avenir, c'est une certaine forme de pari sur l'avenir que nous faisons là. Et quant à la surface, au prix et tout ça, pour dire le fond de la pensée, il est calé en fonction de ce qu'il est possible d'obtenir d'un contrat régional. C'est-à-dire que 1000 m² nous amenait un coût de réalisation qui faisait que les 50% de la région étaient 50% de 2 millions au total, mais n'étaient pas 50% ne faisait plus 50% de la salle multi-activité. Voilà. Les 1000 m² avaient bien été décidés en rapport d'une étude qui avait été faite et d'un besoin qui avait été... La réduction de superficie n'a pas été une réduction sur la pratique des activités sportives, elle a été réduite sur tout ce qu'il y avait autour de la construction. On a réfléchi comment rationaliser en permettant d'avoir des surfaces de pratique équivalentes dans les 1000 m² ou 700 m², tout en réduisant les à côté, savoir si on allait faire des couloirs plus grands, des couloirs plus petits, des zones de passage, des bureaux, pas de bureaux, un vestiaire commun avec 2 vestiaires séparés. C'est là-dessus qu'on a essayé de rationaliser pour permettre quand même d'avoir des surfaces de pratique d'activités sportives équivalentes. Et alors qu'est-ce que vous avez retenu Les surfaces en moins? Les 700 m² dans lesquels on a des surfaces de pratique équivalentes. Je ne vois pas où sont les économies. Au travers de ce qui nous est présenté, je ne vois pas où sont les économies. Les économies, sur quel poste vous avez réalisé les économies? Si on met le C'est un même coût au kilomètre mètre carré. 300 m², vous m'excuserez, 300 m² de moins, en mettant des couloirs plus petits, en enlevant des bureaux, ça me paraît un petit peu aléatoire. Mais on ne fait pas que ça, on resserre toutes les surfaces. Je pense. Et on a Voilà. supprimé une salle aussi. Une Voilà. salle supplémentaire. On avait bien. estimé au départ ultime. Voilà. Donc on l'a supprimé pour ça. C'était une salle qui n'était pas une salle de pratique, c'était une salle qui permettait polyvalente qui permettait aux associations de se réunir et de pratiquer des activités. Après, il y a des vraies demandes encore aujourd'hui d'activité. On en a, là, pour le coup, c'est pas de la bosse, on a encore des demandes, certes, pour l'instant, à l'état informel, entre autres de la part de l'ACS, pour monter de nouvelles activités, et on va avoir besoin d'espace de toute manière. Oui, Lionel, mais moi, je me pose quand même la question. Là, on voit des travaux là, qu'il y a à Montemblot. Je répète encore, pourquoi on n'a pas surélevé Montemblot avec un étage en On va donner l'explication carrément. Non, mais les fondations, ils auraient pu être vraiment... La structure, ça n'est pas possible. Non, on ne peut pas. Nous avons rencontré l'architecte qui est à l'origine de Montemblot. Alors là-dessus, sur Montemblot, Et il a dit que c'était pas possible. effectivement, on l'a rencontré. La problématique, elle est au niveau des fondations, effectivement, pour aller reprendre ça. On peut toujours reprendre des fondations, mais c'est des travaux extrêmement importants. Et puis on a le problème de la charpente aussi, qui ne peut pas recevoir une toiture plus lourde que celle qu'on est en train de poser actuellement.
La seule option pour l'agrandissement de Montanglo, et elle a été présentée il y a des années, c'était de construire une tranche de plus du côté des petites salles, c'est-à-dire sur le terrain de boule, en fait. C'était la seule option qui se présentait, mais qui ne permet pas de réaliser des salles de l'importance de celles qui peuvent être réalisées sur une nouvelle salle. Alors, cela dit, je me répète, c'est un projet sur lequel, effectivement, sur la salle, si nous n'avons pas de subvention, il y aura des questions à se reposer. Par contre, sur l'église, il n'y aura malheureusement pas de questions à se reposer. Il faudra qu'on fasse la toiture, et peut-être que l'ensemble des sommes que la commune est prête à mettre sur le projet, il faudra le mettre sur la seule église. Ce serait une bonne chose. Ben, je ne sais pas si ce serait C'est une pas bonne sûr chose. que les Et- associations soient du même avis que toi, Joël. Non, Voilà. c'est un élément de patrimoine qui est important, Tout à et qui fait. s'est dégradé Tout à fait. parce qu'il n'a pas été entretenu dans les temps. Et donc, je pense que ce serait que simplement un juste retour des choses que de faire ces travaux. Prioritairement. Bien, pour le moment, il ne s'agit que de la présentation d'un financement potentiel vis-à-vis de notre demande à la région, et c'est là-dessus que je vous demande de vous exprimer. Qui est défavorable à la modification du plan de financement? Je suis très gêné par rapport à la présentation de ce plan de financement. Je suis contre le financement de cette salle de multi-activité qui, pour moi, est insuffisante, surévaluée ou insuffisante. Et l'église. Alors, je suis réellement pour la réfection du toit de l'église, qui aurait dû être fait depuis bien longtemps, parce que c'est la dernière église du plateau de Briard qui n'a pas été rénovée. Et on nous fait voter, bien entendu, la subvention pour la totalité. Voilà. Alors, Je voulais nous aurons- vous sensibiliser à mon désaccord sur le sujet. Je le conçois, mais je ne peux pas présenter les choses autrement, dans la mesure où si on veut profiter Voilà. du, comment dirais-je, de la manne régionale, on présente les deux projets. Si la manne régionale ne fonctionne pas, ben, ou on la reconcentrera sur la seule église, ou on traitera la seule église sans subvention régionale. Non, mais comme je crois que la salle, vous vous êtes déjà exprimé contre, enfin, c'est pas à moi de vous souffler votre vote, mais Non, mais on est de toute façon, contre je la salle vote- multi-activité, je vote mais pas pour la les rénovation subventions. de l'église. oui, On ne c'est peut pas faire autrement. non, c'est la présentation, simplement. C'est simplement la présentation et vous sensibiliser au point de désaccord sur lequel on... Il est clair, et je crois qu'on n'a pas fini de parler du sujet, mais non, Mais on n'a c'est pas fini. être contre les associations, hein. Bien au contraire. C'est pas être contre. Alors là, C'est un phénomène d'étude. Voilà. Donc je reviens sur ma question, qui s'oppose à la modification du plan de financement, qui concerne les deux projets? Alors, un, Personne ne s'oppose. Ah non, zéro, alors. Qui s'abstient? Personne, si, Karen. Donc le projet sera présenté, modifié tel qu'on vient de l'évoquer. Alors le point suivant touche à, ça c'est un marronnier, à l'indemnité des instituteurs. Vous savez que les instituteurs, non pas les professeurs des écoles en l'occurrence, les instituteurs bénéficient de droits liés à leur logement et que si nous ne les logeons pas, ils bénéficient d'une indemnité compensatoire ou compensatrice, je sais pas, d'une indemnité, bref. Et cette indemnité est fixée chaque année par le comité des finances locales. Et cette année, enfin en 2012, il avait été fixé à 2808 €, et en 2018, il est fixé à 2808 €. Je vous demande donc d'entériner cette valeur que nous utiliserons pour les instituteurs ne bénéficiant pas de logement. Je crois qu'il y en a un, ou plutôt une. une qui a un logement. Il y en a une qui a un logement et une qui n'en a pas. Y a-t-il une objection à cela? Je vous rappelle quand même que c'est une obligation légale, par conséquent, on n'a pas trop le choix. Bien, merci. Bon, ben alors on va commencer le cinéma. Alors, quelques préalables concernant la présentation budgétaire que nous allons vous faire. Nous n'allons pas voter
l'intégralité de ce que nous votons habituellement, puisque certains résultats ne nous sont pas parvenus de la trésorerie. Donc nous allons procéder uniquement à l'affectation, enfin à l'examen des résultats de 2017 qu'a validé la trésorerie, mais le compte de gestion n'étant pas prêt, nous ne pouvons pas procéder à l'approbation du compte administratif 2017, donc on laissera ça de côté, mais on va quand même le regarder de façon à pouvoir débattre de l'affectation de son résultat. Et puis ensuite, compte tenu de cela, nous pourrons vous proposer un projet de budget 2018. Alors, allons-y. Bon, on va même passer direct, ça c'est ce que je viens de dire, on va même passer directement au tableau, au vote si vous voulez. Ça, on l'a déjà évoqué en commission finance. Par conséquent, vous n'allez pas y trouver de grande surprise. Vous avez tous le tableau? Alors, ce tableau vous donne sur ce premier élément ce que j'appelle moi la vision générale, c'est-à-dire qu'il vous donne une vision pour la section de fonctionnement, ce qui concerne le premier tableau, du budget 2017 et des modifications par décision modificative qui l'ont affecté et du réalisé. Quand on va directement au résultat, puisque c'est notre objectif, on voit que l'année 2017 s'est terminée en recettes par un montant de 6 067 156,40 € pour une prévision de 6 291 689,92 € et en dépenses par un montant de 5 655 663,38. Je vais caler à la fin. Pour une prévision qui est la même évidemment que celle des recettes de 6 291 689 € et 92 centimes. Ce qui nous permet de dire que le compte de fonctionnement présente un excédent, 6 millions de recettes pour 5 600 000 de dépenses, d'un excédent de fonctionnement de 411 493 € et 2 centimes. Comme le résultat reporté de 2016 en budget de fonctionnement, en compte de fonctionnement n'a pas été utilisé, le résultat cumulé des 2 années est de 841 493 € et 2 centimes. Ceci pour le budget de fonctionnement. Le tableau, les deux camemberts suivants, maintenant, les deux camemberts suivants vous donnent une idée de la répartition des recettes, en l'occurrence ici, ou des dépenses communales. Là-dedans, la chose à noter qui ne s'arrange pas, encore que vous verrez qu'en 2018, elle s'arrange un peu, mais c'est du cosmétique, c'est que 85% de nos recettes proviennent des impôts et taxes. Ce qui est quand même assez monumental. Il n'y a plus de dotation et les autres ressources sont quand même relativement limitées, puisque représentant 15% du total. Et en ce qui concerne les dépenses, le point important, c'est de noter que nos charges de personnel représentent 41%. C'est une proportion qu'elles ont à peu près tout le temps représentée, enfin depuis que je les suis, dans les comptes de la commune. Cela dit, en elle-même, cette répartition n'a pas forcément beaucoup de sens. Parce que vous voyez que les charges à caractère général qui sont de 24%, qui représentent le chapitre 11, c'est-à-dire les dépenses d'achat divers et variés que nous faisons, on passe du chapitre 12 au chapitre 11 d'un pas aisé. Il suffit par exemple de décider de sous-traiter ou de réintégrer telle ou telle activité pour la faire passer d'un côté à l'autre. Donc en soi, ce n'est pas un critère de jugement absolu, même si certains sites qui portent des avis sur le fonctionnement des communes en font un critère important, avec en particulier des ratios d'effectifs par rapport aux habitants.
Si on veut regarder quand même un petit peu plus précisément, on est toujours sur les dépenses de fonctionnement, si on veut regarder un petit peu plus précisément l'évolution de ces dépenses, les tableaux suivants vous donnent quelques éléments. Si on compare par rapport à 2013, les dépenses ont augmenté grosso modo de 250 000 euros, c'est-à-dire 4,39%. Les charges à caractère général, c'est-à-dire le fameux chapitre 11, a augmenté de 2%. 2% étant un chiffre assez raisonnable, puisque c'est dans ce chapitre-là qu'on encaisse les augmentations de prix, de tarifs, etc., en particulier les tarifs de l'énergie. Vous le voyez dans la diapo suivante, même si dans la diapo suivante, on a l'impression que le chauffage a considérablement augmenté, ben non, en fait, il n'a pas considérablement augmenté, il est à peu près du même niveau. Le problème, c'est qu'en 2016, Gaz de France n'avait pas envoyé toutes les factures, il n'avait même pas envoyé de factures du tout, et on les a reçues toutes courant 2017. C'est la crèche qui paye, ce qui nous a amené, et on la rembourse bien entendu, à augmenter doublement les versements aussi, à travers le remboursement du chauffage de la mairie que nous effectuons sur les chiffres que vous avez, et puis à travers la propre subvention que verse la municipalité à la crèche, puisqu'elle-même n'avait pas eu sa dépense de chauffage décomptée complètement. Les honoraires, on a enfin signé des actes notariés pour la cession du chemin des vignes, du foncier routier du chemin des vignes, et puis le reste, ce sont les opérations du service jeunesse pour les vacances des jeunes, parce qu'une partie des acomptes du séjour de février, qui entre parenthèses se sont bien terminés, tout le monde est rentré vendredi après avoir pointé à la gare de je ne sais plus trop où, pendant je ne sais combien d'heures à cause de la neige, et après qu'un de nos animateurs se soit cassé quelque chose, mais ça s'est malgré tout fort bien passé, et les enfants sont tout à fait contents. La page 8, elle nous donne une vision du chapitre 12, qui est la vision des charges de personnel, qui a augmenté de 3,46%. Dans ces 3,46%, vous savez que vous reverrez tout à l'heure sur le budget 2018, que nous avons toujours une petite réserve financière concernant les charges de personnel. La réserve financière n'a pas été consommée et ne figure pas dans ces chiffres. Comme par ailleurs les salaires des fonctionnaires étaient relativement bloqués, puisque seule une partie de la valeur du point a été débloquée en 2017, les augmentations existent, mais elles ne sont pas très importantes. En revanche, nous avons été amenés à effectuer des remplacements d'agents suite à des problèmes de santé. Alors il faut savoir que ces remplacements d'agents nous donnent des dépenses en chapitre 12, mais nous donnent des recettes en compensation d'absence provenant de l'assurance du personnel. Et puis en plus, en 2017, si vous vous rappelez bien, on a été gâtés par les élections et le recensement qui nous ont fait bénéficier de quelques versements de l'État. Le reste, les revalorisations d'indices et les revalorisations de régime indemnitaire, c'est le salaire des fonctionnaires. Le chapitre 14, qui est intéressant, c'est ce qu'on verse à l'État, tout ça. Nous avons versé 554 000 euros, 554 500 euros en 2016 et 566 819 en 2017, de 22% d'augmentation, qui est essentiellement l'augmentation du FPIC, Fonds de péréquation intercommunale et communale, c'est-à-dire on nous prend des sous pour donner à des communes moins riches. Le prélèvement de la loi SRU, il n'est pas nul en fait, mais nous n'avons rien payé parce que nous avions versé des surcharges foncières et que notre amende SRU vient en compensation des surcharges foncières. Et les surcharges foncières étant plus importantes que l'amende SRU, elle est totalement effacée. Le FNGIR, si vous vous rappelez, le FNGIR, c'est un versement qui est consécutif à la suppression de la taxe professionnelle. Je ne me rappelle plus des années, ça devait être 2009-2010, quelque chose comme ça. Comme nous, la suppression de la taxe professionnelle et les nouvelles répartitions
de fiscalité qu'elle entraînait faisait augmenter nos revenus, eh bien, le dispositif était tel qu'on nous rabotait toute cette augmentation de revenus, qu'on reverse de façon constante depuis à l'État, 500 124 euros. Et quant au FPIC, ben, le FPIC, Fonds de péréquation intercommunale et communale, lui-même augmente régulièrement d'année en année. Il fut une époque, avant l'époque métropolitaine, où il était pris en charge par la communauté de communes. Mais par contre, depuis que nous sommes en territoire, en territoire, le territoire en prend une partie en charge, mais pas la totalité. Et non pas 2016, mais 2017, comme vous le voyez là-dessus à droite, il en a pris un petit peu moins qu'en 2016. Le chapitre 42, on n'en parle pas, c'est des sommes insignifiantes. Le chapitre 65, quant à lui, c'est le reversement du FCCT, 1 263 000 en 2017 contre 1 40 000 en 2016. C'est essentiellement la fameuse fiscalité du siège. Vous vous souvenez de cette affaire-là qui fait que l'année dernière, on a payé moins d'impôts que ce qu'on devait. Je dis ça à chaque fois parce qu'il ne faut pas être surpris cette année. On n'a pas augmenté les impôts, mais il faut augmenter quand même. Et puis, compte tenu des transferts de compétences, en particulier les locaux sportifs et culturels, un peu de voirie, le FCCT augmente d'environ 500 000 euros. Le chapitre 66, charges financières, il est lié essentiellement aux emprunts. On parlera des emprunts tout à l'heure quand on parlera du budget 2018. Mais comme on a réalisé des emprunts en 2017, les charges financières augmentent. Jean-Claude a dit 500 000, c'est 50 000. Hein. J'ai dit 500 000. Ah oui, dans ton élan, c'est 50 000. C'est 50 000, heureusement. C'est pas une erreur du papier, c'est une erreur de ma part. Et le chapitre 67, des charges exceptionnelles entre 2 000 et 300 euros, c'est pas véritablement significatif. Cela nous permet de parler maintenant de la section d'investissement. La section d'investissement, vous avez été présenté avec un budget équilibré à 2 201 778 euros. Ont été réalisés sur ces 2,2 millions en recettes 2 53 985,79 euros et en dépenses 1 934 352 euros et 83 centimes. Ce qui, avec le même mode de calcul que précédemment, nous donne un excédent 2017 de 119 632,96 euros. Et comme l'année 2017 avait été elle-même excédentaire de 16 789 euros et 14 centimes, nous sommes à la tête d'un résultat cumulé de 136 422 euros et 10 centimes. Là-dessus, sur ce résultat, nous ne nous poserons pas de questions, puisque vous savez qu'un résultat excédentaire d'investissement ne peut, vous avez tous fait des stages finance cette année, donc ne peut être reversé qu'au budget d'investissement. Donc les 136 000, on les retrouvera sur le budget d'investissement 2018. En revanche, les 841 000 d'excédents dont nous avons parlé tout à l'heure à propos de l'exercice de la section de fonctionnement, nous pouvons choisir nous-mêmes la répartition de sa ventilation. Et traditionnellement, nous le partageons à peu près en 2 parts égales. Ces 2 parts égales allant pour une part au compte d'investissement, au compte de fonctionnement, et d'autre part au compte d'investissement. Mais on reverra tout ça à la slide 19. On va passer un petit peu de temps quand même pour commenter les résultats de la section d'investissement. Donc vous avez derrière le camembert traditionnel des recettes d'investissement qui vous dit d'où viennent les sous. On s'aperçoit que pratiquement 75% proviennent, enfin 65%, 63% proviennent de la commune et 12% de subventions. Le 12% de subventions, si on a le contrat régional, c'est bien, il tiendra. Si on n'a pas le contrat régional, il souffrira puisque nous n'avons plus de subventions, en particulier des parlementaires.
25% viennent de l'emprunt, puisque notre règle est de financer la grosse part des investissements lourds par l'emprunt, et le reste vient de dotations et d'opérations entre sections. Vous allez vous demander ce que sont les dotations et les opérations entre sections. Vous avez la réponse dans le tableau de la page suivante. Les opérations entre sections sont essentiellement les amortissements, qui sont de 468 000 euros en 2017. Et les dotations sont d'une part le FCTVA, qui est lié aux investissements de l'année précédente, 188 296 euros, à la taxe d'aménagement, 248 087 euros, et à l'excédent de fonctionnement, qui est viré en section d'investissement, de 391 343 euros. L'emprunt, quant à lui, dernier poste. Alors, les subventions, il y a quand même eu 251 000 euros de subventions, c'est ce qui explique les 12%, oui, tout à l'heure, et 506 200 d'emprunt. Les dépenses d'investissement correspondant à ça sont dans le tableau suivant, où vous voyez que 80% des dépenses sont des dépenses d'immobilisation corporelle, dont la liste figure dans les pages suivantes, les remboursements d'emprunts, du capital des emprunts, sachant que les intérêts des emprunts sont remboursés sur le compte de fonctionnement, d'opérations patrimoniales, ça c'est des opérations que j'ai moi-même du mal à comprendre, qui sont liées au transfert des équipements propriété caisse des écoles qui nous ont été faites il y a quelques années et qu'on doit amortir entre le fonctionnement et l'investissement au fil des ans, et puis d'immobilisation incorporelle. Pour les dépenses d'investissement 2017 effectuées, vous en avez la liste sur le slide numéro 15. On a acheté les parcelles du chemin des Vignes, ça c'est le prix d'achat des parcelles, et des biens immobiliers de rue de la Fontaine, c'est le total. Pour les biens immobiliers de la Fontaine, on a écrit 3 biens, mais il n'y en a que 2 pour les... oui, je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir que 2 qui sont comptabilisés sur 2017. La forge, oui, mais la forge, je ne l'ai pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que vous avez compté les 2 petites maisons. Okay. Parce qu'en fait, dans ces conditions-là, on a 4 biens aujourd'hui. La forge est acquise auparavant. La réalisation des travaux adaptés de l'école pour un montant de 92 000. Vous pouvez trouver que c'est élevé, mais il y a là-dedans pratiquement 80 000 euros d'ascenseur. La mise en place de l'araignée du conseil municipal des jeunes, qui apparemment a pas mal de succès sur le terrain de jeu à côté. L'acquisition de 2 classes numériques pour l'école élémentaire, 22 000 euros. La première tranche de travaux de rénovation de Montanglo, pour 300 000 euros. La réalisation de places de stationnement et l'aide à l'installation des médecins pour un total qui fait 94 000 euros au total. Et l'achat d'un camion pour les services techniques qui représente 30 000 euros. C'est donc à partir de tous ces résultats que nous allons pouvoir procéder au partage des excédents. Donc je répète, l'excédent de fonctionnement est de 841 493 euros et 2 centimes et l'excédent d'investissement de 136 422 euros et 10 centimes. Je ne me répéterai pas, l'excédent d'investissement va à l'investissement et nous vous proposons de couper pratiquement en 2 l'excédent de fonctionnement en conservant 450 000 euros au compte de fonctionnement et en affectant 391 493 euros au compte d'investissement. Oui, on a écrit 391 là-dessus, mais c'est 391 493. Avez-vous des questions sur ces opérations de résultats et d'excédents? C'est le moment, puisqu'après, il faudra voter cette répartition. Oui, alors, on me fait remarquer que... pourquoi j'ai dit 22 d'ailleurs? Parce que je devais avoir 22 sur mon papier. Ben oui. Alors, il y a une erreur dans la feuille 15.
que je vous prie de corriger. C'est une erreur correspondant à l'aide à l'installation attribuée au cabinet médical, qui est de 38 000 € et non pas 22. Et comme on l'a voté, vous vous en souvenez sans doute. Vous vous en souvenez. Pas de questions? L'immobilisation incorporelle, qu'est-ce que c'est? C'est des montants. C'est à chaque fois qu'on fait un projet, il y a des études préalables. Ce sont ces études qui sont en immobilisation incorporelle. Autre question? Non? Alors, quelqu'un est-il opposé à ce que nous répartissions les excédents de 2017 comme indiqué sur le tableau que vous avez sous les yeux? Pas d'objection. Quelqu'un s'abstient-il? 6 abstentions. Donc, il en est ainsi décidé. Alors, quelques minutes de repos pour que je remette de l'ordre dans le papier. Nous allons donc pour le budget 2018 démarrer par la slide numéro 20. Et comme j'aime bien partir des grandes masses, nous allons vous proposer un budget pour la section fonctionnement affiché à 6 264 000 €. Pour mémoire, je vous rappelle le chiffre identique de 2017 qui était de 6 291 689 € et une section d'investissement de 2 540 000 pour laquelle je vais vous rappeler le même chiffre de l'année dernière qui était de 2 201 778 €. Alors comment tout ceci s'articule? Dans la section de fonctionnement, oui, alors je ne sais pas si on reste, si on regarde le général, oui, on va regarder le général. Dans la section fonctionnement, en recette, évidemment, l'excédent 2017 avec 450 000 €. Les atténuations de charges, c'est les remboursements d'arrêt maladie en particulier, 5 000 €. Les opérations entre sections, c'est l'amortissement des biens de la caisse des écoles, c'est le même chiffre. De 56 154 €. Les impôts et taxes, 5 130 719, on va revenir dessus après. Les dotations et participations, 121 000. Les produits divers de gestion, 9 000. Et les produits exceptionnels, 205 000. En budget de fonctionnement d'une année sur l'autre, c'est moins 4,4%. Et en budget de fonctionnement par rapport au résultat, c'est plus 3,2%. Si vous regardez le camembert suivant, vous verrez, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, de toute façon ça n'a pas grande signification, que les impôts et taxes ne représentent plus que 82% de nos recettes. Les dépenses, on va les voir ultérieurement. Comment évoluent les recettes de fonctionnement? L'excédent de fonctionnement, c'est 450 000, on l'a dit tout de suite. L'atténuation de charge, on a pris 5 000 € parce qu'on espère quand même que nous n'aurons pas un agent malade pendant pratiquement une année, ce qui était le cas de 2017. Les opérations entre sections, c'est toujours 56 153. Alors par contre, les produits et services ont sensiblement baissé parce que, comme vous le constatez, les travaux des chemins des vignes avaient conduit à des recettes exceptionnelles, c'était des subventions essentiellement d'EDF en 2017. Les impôts et taxes, je vais vous le dire maintenant, mais on va le revoir tout à l'heure, il a été construit sans augmentation d'impôts, et ça c'est une décision politique, et il a été construit sans révision des bases, c'est une décision pratique puisque nous n'avons pas aujourd'hui les éléments permettant de refaire le calcul strictement rigoureux.
cela dit, l'ordre de grandeur demeure valable. Et au niveau des produits exceptionnels, nous avons une recette exceptionnelle en 2017, c'est les 55 000 d'assurance du gymnase et une diminution des recettes pour le retour à la semaine de 4 jours de l'école. Alors, les inscriptions budgétaires qui vont figurer derrière en matière de chapitre 70, c'est les recettes 70. Je continue. Les concessions du cimetière, on espère conserver nos administrés longtemps, donc on ne compte que 3 500 €, ce qui correspond à peu près à ce qui a dû se faire cette année. Je n'ai plus le chiffre en tête. On a l'expert. Ah oui, on avait vendu une perpétuelle, c'est vrai. Les redevances des concessionnaires, c'est 15 500. Et la cantine, les structures jeunesse et les fêtes de la commune, on inscrit 255 000 €. L'entretien des espaces verts payés par Valoffice représente 2 500 € de recettes et les charges locatives que nous encaissons correspondent à 9 000 €. Au chapitre 73, chapitre important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau des taxes locales, en fait, on a pris les taxes 2017 et on a arrondi à la centaine de milliers d'euros supplémentaires, mais ce qui fait que 1,5% d'augmentation, on espère bien que l'augmentation sera plus importante que ceci. Les attributions de compensation de la métropole sont constantes. La taxe sur les pylônes électriques est constante. La taxe sur l'électricité est constante. Les emplacements publicitaires sont constants. Et les taxes sur les droits de mutation ne sont pas constantes, mais nous les sous-estimons a priori systématiquement en début d'année pour ne pas démarrer avec un niveau de recette excessif. Quelques mots sur le chapitre suivant, qui est le 74. La DGF, alors là, on a su très tardivement que la loi de finances prévoyait de figer la DGF au niveau où elle était en 2017, 86 773. Pour mémoire, elle était de l'ordre de 600 000 € au milieu des années 2000. Ça illustre un petit peu l'aide de l'État. Des compensations de taxes pour 23 800, mais là encore, nous n'avons pas l'État 1259, qui est celui qui notifie à la fois le montant des impôts et puis ces détails-là. 8250 des nuisances aériennes, c'est ce qu'on touche chaque année. Et 2808 de la dotation agriculteur, on vient d'en parler tout à l'heure, et c'est aussi ce qu'on touche chaque année. Les chapitres suivants sur 75, 76, 77, c'est des revues de location de Montanglo et les encarts du bulletin municipal pour 9 900 €. Le versement de la CAF au titre des actions jeunesse, c'est 195 000 €. Et les assurances, c'est 195 000 €. En fait, ça fait que 95 000, parce que là-dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a 100 000 qui sont 100 000 dédiés au CIP, c'est-à-dire à la petite enfance, que nous touchons ici, que nous ne reversons pas au CIP, mais que de toute façon, nous payons à travers la subvention que nous versons au CIP par ailleurs. Sans ça, si on donnait à chacun ce qu'il a, on aurait en gros 110 000 € pour le CIP et le reste pour la commune. Les assurances, bon, on a pris un forfait de 10 000 € de remboursement de sinistres. Le point suivant. Le point suivant qui est en fait un regroupement des inscriptions en dépenses de fonctionnement. Les charges à caractère général, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les charges des dépenses quotidiennes qui subissent, elles, essentiellement l'inflation des produits et services nationaux, généraux. Nous les portons à 1 348 170 pour 1 219 369,45 en 2017. Je vous renvoie au début de la présentation.
si vous souhaitez comparer avec le budget 2017. Je vais même faire l'effort d'aller rechercher. Budget 2017, le chapitre 11, le voilà. En budget, il était de 1 373 000. Vous constatez que l'inscription 2018 est inférieure à l'inscription 2017. Les charges de personnel, 2 180 000 pour 2 90 000, là au contraire elles ont augmenté. Les atténuations de produits, 624 000 contre 526, on verra ensuite pourquoi. Virement à la section d'investissement, ben c'est pour nous aider à financer les investissements, 362 000. Opérations entre sections, ce sont les amortissements. Les autres charges de gestion courante, on va y venir. 1 290 000 pour 1 263 000 et 1 288 000, c'est-à-dire sensiblement la même chose l'année dernière. Les charges financières, 54 500, c'est-à-dire en augmentation par rapport à 2017, tout simplement parce que en 2018, il y a l'emprunt 2017 sera en année pleine en matière d'intérêt, et puis il y aura aussi un emprunt 2018, a priori pour la Poste, et des charges exceptionnelles de 4 846. Là, c'est comme les intérêts cumulés de tous les emprunts. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est la slide 32 que vous avez en dessous. Les 362 000, c'est des écritures d'ordre. Alors, dans les 129 000 d'augmentation du chapitre 11, il s'agit des augmentations par rapport à la réalisation, puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'on était en baisse par rapport au budget 2017. On a une augmentation liée au taux d'inflation de 16 000 €, une augmentation de 43 000 € liée à l'élagage des tilleuls de la Nationale 19, opération qui autrefois était le fait du service des routes, une augmentation de 5 000 € d'élagage supplémentaire. Les programmes d'élagage coûtent des fortunes. 10 000 € d'entretien de réseau avec des changements d'ampoule, 7 000 € d'électricité parce qu'on n'a pas tout payé en 2017, 5 000 € d'entretien du matériel roulant parce qu'on a un moteur de tracteur à changer. On a découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait vendre un moteur cassé. Enfin, je ne sais pas si ça va nous rapporter grand-chose. 3 000 € de budget supplémentaire pour fêtes et cérémonies pour permettre de réaliser une fête de la jeunesse comme il s'en était réalisé une il y a pas mal d'années. 35 000 € d'honoraires de notaire, c'est toujours les rétrocessions ou d'honoraires d'avocat, ça c'est un cas de recours divers et variés. Le chapitre 012 représente lui 89 000 € de plus. Alors dans les 89 000 €, il y a 64 500 € de marge, c'est la marge qu'on se réserve tous les ans. Je répète, c'est par rapport au réalisé. L'année dernière, nous avions 60 000 € de marge, cette année on aura 64 500 parce que c'est un pourcentage de la masse salariale globale. Ce qui veut dire que les évolutions salariales véritables du personnel représenteront environ 25 000 €. Au chapitre 14, c'est l'augmentation du FPIC, on en a dit quelques mots tout à l'heure, sachant que très vraisemblablement, mais là encore les chiffres définitifs ne nous sont pas parvenus, le territoire ne prendra pas toujours les mêmes sommes en charge. Les amortissements, c'est tout à fait mécanique, ils se trouvent baissés de 68 000 € en 2018. Et le chapitre 65, lui augmente de 26 000 €. D'une part, 10 000 € de versés au CIP. Ces 10 000 € de versés au CIP correspondent au budget du CIP qui lui augmente globalement d'environ 20 000 €, soit 10 000 € par commune. Et de 17 000 € au CCAS par rapport aux valeurs de 2017. Quant aux annulations de titres, ça c'est des pertes pures et simples.
puisqu'il s'agit de titres que nous avons réclamés à des administrés qui ont bénéficié de services municipaux et qui ne les ont jamais réglés. Et je rappelle pour chacun que ces défauts de paiement sont traités de la façon suivante, c'est-à-dire que tout défaut de paiement est déféré à la trésorerie. La trésorerie se charge d'essayer de récupérer, y parvient de temps en temps, n'y parvient pas toujours. Alors pour nous, l'intérêt de déférer à la trésorerie, c'est que la trésorerie inscrit à notre crédit immédiatement la somme des défauts de paiement. Mais si au bout de quelques années et des opérations qu'ils peuvent pratiquer, ce défaut de paiement subsiste, ils se retournent vers nous en nous disant « Désolé, on vous a versé ces sommes-là, mais on n'a pas pu les récupérer, donc vous allez nous les rendre. » Oui, c'est pas compliqué. Alors, quelques détails, s'il vous plaît, sur la slide suivante, la 33, qui vous donne quelques explications sur les évolutions du compte personnel. 2 180 000 prévus pour 2 090 000 dépensés et 2 180 000 budgétés en 2017. La masse salariale par elle-même ne représentant que 2 45 000 et les autres postes correspondent des charges liées, c'est-à-dire les cotisations des ACDIC qui ne sont pas les ACDIC, du CNAS et des mutuelles, l'assurance, la médecine du travail, le gardiennage, c'est-à-dire des emplois ponctuels, les élections quand il y en a, et il y en a en principe cette année, avec les... Non, il n'y en a pas cette année. Si, il y en a... Attends, non, il n'y en a pas cette année, c'est en 2019 où il y aura les européennes, et le recensement, il n'y en a pas non plus cette année. Et puis notre fameuse marge de 64 500. Pour la partie qui augmente réellement et concernant les masses salariales, on a dit que ça représentait 25 000 par rapport au réalisé 2017. L'origine se trouve dans les postes que vous voyez là, les avancements d'échelon et de grade. On a traité un avancement de grade tout à l'heure en créant un poste. La modification du régime indemnitaire, je vous renvoie à la délibération que nous avons prise lors du précédent conseil municipal sur la mise en œuvre du RIFSEP. La médecine du travail, pour laquelle on a un décalage de paiement, apparemment ils ne suivent pas trop bien leur compte, on a payé 2017 en 2016, donc on n'a rien payé en 2017, et on va payer 2018 en 2018. Et puis les congés modifiés, puisque nous avons un agent qui est originaire des îles et qui a donc droit à des périodicités définies, à ce qu'on lui prenne en charge, à lui et à sa famille, son voyage de retour vers ses racines. C'était déjà prévu en 2017, il ne l'a pas utilisé, peut-être l'utilisera-t-il en 2018. Le point suivant, nous l'avons évoqué aussi, c'est l'évolution des chapitres 14 et 42. C'est les amendes de la loi SRU. Alors en fait, on doit quelque chose comme 50 000 euros, je crois, basiquement, pour les amendes, mais on a 110 000 euros de crédit sur lesquels, ça c'est un crédit qui date de 2016, et c'est le solde que nous en avons, qui va nous permettre d'effacer à nouveau cette amende, et on disposera encore d'un crédit de 480 000 pour l'année 2019, mais on ne peut malheureusement pas tout récupérer. Le FNGIR, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Le FPIC, il augmente, et puis le territoire ne nous en prend pas toujours la même chose. Et quant aux amortissements, comme on le disait tout à l'heure, il y a moins d'amortissements en 2018 qu'en 2017, tout simplement parce qu'on a moins investi en 2017 qu'en 2016. Le chapitre 65, c'est les autres dépenses, autres charges de gestion. Excusez-moi, Oui. Sur le chapitre 14 de la loi SRU, Oui. il faut aussi apparaître une provision pour 2018, 44 968 euros. Là, c'est zéro.
Oui, c'est zéro. Ben, Où est-ce sur que mon tableau, on a j'ai 44 44 000? 966. Oui. Ah oui, non. Alors voilà l'explication. On est obligé de l'inscrire, mais il ne nous coûtera rien puisqu'on le détruira de nos 100 Mais 000. là, vous présentez zéro. Là, on a présenté zéro, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi on a présenté. Et que d'autre part, on prévoit quand même dans le budget une compensation foncière pour le réveillon de 215 000 euros. Dans le... Oui. On est bien d'accord. Compensation foncière, c'est Oui, pour l'opération du réveillon. Ah, oui, mais c'est en investissement, ça. Ouais, mais, oui, non, mais c'est simplement pour dire que on est dans l'objectif triennal, certainement. Je vois pourquoi on inscrirait les 44 000 euros de la loi SRU. Parce que c'est une obligation légale. Mais Donc, on elle déclare viendra en bénéfice à la fin. Enfin, Encore une obligation légale. il faut qu'on nous notifie le dégrèvement. Bon, en tous les cas, ça fera partie de l'excédent. Et quand les surcharges foncières ultérieures, Enfin, elles ne on seront présente même... zéro quand même. Hein On présente zéro. Oui, Donc, ça me paraît quand même un effectivement. petit peu. Voilà, ah, c'est une remarque. Non, mais la remarque me paraît pertinente. Nous allons examiner ça. Il y a combien de temps le développement? 2 ans. Ah oui. Depuis 2016. Ben, sur 17-18, 2017 sur 18-19, et 2018 si on en paye en 2018 sur 2019 et 2020. Et pardon, on est au chapitre 65. Je sais pas ce que vous les avez. On l'inscrit au BP, le réalisé. On l'inscrit au BP sur la somme qu'on doit, mais qui sera à zéro. À mon avis, on devrait le mettre là. On devrait y être. Il n'apparaîtra pas au niveau des résultats. Je suis d'accord, mais il devrait y être. Oui, je pense être d'accord. Bon, je continue sur les évolutions du chapitre 65. Alors, ces évolutions sont une augmentation de 2% qui est une augmentation moyenne, qui représente 26 000 euros, qui se répartit de la façon suivante. 9 000 euros affectés à la formation des élus, la participation aussi de 14 000 euros, une augmentation prévisionnelle de la participation au CIVOM et au lycée de Limeil de 3 000 euros. Pour la participation au CIVOM, je précise que ce n'est pas l'enlèvement des options ménagères, puisque ça, chacun paye la TEOM sur ses propres feuilles d'impôt locaux, c'est pour les services que demande la commune au CIVOM, c'est-à-dire essentiellement du nettoyage. Et l'augmentation de la participation au CCAS de 17 000 euros du fait de l'augmentation de gens bénéficiant de colis et participant aux manifestations. Par ailleurs, on fait une remarque, mais on n'a pas mis la courbe dedans, que le montant des aides en lui-même représente un montant relativement faible du CCAS et il faudrait probablement qu'on s'en inquiète. C'est ce qu'on fera dans le cadre du budget du CCAS. Le fameux voyage n'a pas d'effet sur le... Enfin si, il a un effet sur le budget du CCAS, mais il n'a pas d'effet sur le coût du CCAS, puisque c'est... Mais il peut avoir un effet quand il y a des chevauchements d'une année sur l'autre. C'est des effets de trésorerie. Pourquoi il passe par le CCAS? Parce que c'est une vieille habitude. Il pourrait peut-être envisager de faire passer par un autre C'est poste. une question qui est posée. On l'a fait à un moment. On l'a fait. Bon, en fait, j'allais dire, ça Le n'apporte CCAS, c'est quand même un budget très particulier, Tout à fait. pour un objectif très particulier. Je trouve un peu dommage qu'on fasse passer le budget par le CCAS. Bon, je crois qu'on l'a fait à l'époque, c'est même antérieur à ma présence ici. C'est très ancien, je crois que c'était lié par le fait que c'était les élus du CCAS qui s'occupaient de ces voyages. Et les subventions aux associations se trouvent réduites de 22 000 euros
essentiellement lié au fait qu'un certain nombre d'associations bénéficient, thésaurisent, alors que ça n'est pas véritablement la règle de gestion d'une association. Le tableau derrière vous donne le détail de ce que nous versons aux organismes de regroupement. Je ne ferai pas de commentaires véritablement particuliers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait augmenté ce que nous payons aussi. Ce que vous voyez pour le SAF, ce n'est pas ce qu'on paye pour les achats, c'est la cotisation annuelle qui est liée au nombre d'habitants. Et l'article suivant représente les subventions des associations qu'il faudra que nous votions en principe ligne à ligne, ou si vous en êtes d'accord, globalement. J'ai dit la page suivante, mais ce sont en fait les deux pages suivantes. La page 40 est une page où on n'a pas grand-chose à commenter puisqu'elle est liée au montant des emprunts et des intérêts courus non encaissés. Par contre, ce à quoi je voulais arriver, c'était à la section d'investissement. La section d'investissement qui affiche, on l'a dit tout à l'heure, un budget de recettes de 2 540 000 et évidemment un budget de dépenses identique, et donc nous allons trouver le détail dans les documents suivants. Pour ce qui est des recettes, un solde d'exécution d'investissement, c'est les 136 422,10 dont on a parlé tout à l'heure et qu'on ne peut pas mettre ailleurs que là. C'est un solde de la section de fonctionnement qu'on a décidé de virer au fonctionnement, à l'investissement de 362 000. C'est les opérations entre sections dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les 400 000 euros d'amortissement. Ce sont les dotations diverses, c'est-à-dire le FCTVA, le virement de la section de fonctionnement et la taxe d'aménagement. Ce sont des subventions d'investissement pour lesquelles cette année on compte essentiellement sur la DETR, territoire ruraux, la DETR, et puis l'emprunt, 856 250, c'est la somme d'un emprunt qui est déjà décidé et un emprunt supplémentaire destiné à acquérir la Poste. Sur le tableau suivant, 43, vous allez trouver des chiffres qui montrent les évolutions d'une année sur l'autre, mais sur laquelle il n'y a pas véritablement de commentaires à faire, puisque pour les postes importants, en dehors du virement de la section de fonctionnement et de l'excédent qui sont des décisions de notre part, l'amortissement et le FCTVA sont des calculs automatiques. Sur le chapitre 13, c'est là où on revient sur les subventions, la DETR 2017, où elle existait, date à laquelle elle existait toujours, sera perçue en 2018, et il nous reste une dotation d'action parlementaire de 2017, date où elle existait, qui sera perçue en 2018, date où elle n'existera plus. Et de la même façon que nous avons bénéficié en 2017 du fonds d'investissement métropolitain pour un total de 200 000 euros, c'est ça, nous bénéficierons en 2018 du même fonds d'investissement métropolitain, mais seulement pour un total de 22 200 euros qui sera consacré à financer la transition électrique de notre parc automobile. Quant aux dépenses d'investissement de leur côté, elles représenteront les 56 000 qui constituent chaque année la contribution au solde de la dotation de la Caisse des écoles. Elles consisteront à payer 240 496 euros de remboursement en capital des emprunts. Elles représenteront 85 000 d'immobilisation incorporelle de frais d'études, parce qu'on a a priori moins de frais d'études à réaliser, et 2 158 350 euros de frais d'investissement corporel. Si on veut s'attarder un peu, alors j'ai dû mettre le tableau par là, ce que vous avez fait,
Sur l'endettement, c'est un chapitre, c'est la slide 46, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Là, vous avez la situation d'endettement telle que nous la suivons habituellement, c'est-à-dire chaque année, un ratio dette sur recettes fiscales plus dotation, un ratio dette par rapport à la population, notre critère de jugement étant que le ratio dette sur fiscalité plus DGF doit être tout le temps inférieur à 1. Vous constatez que début 2018, il est de 0,40 et que dans toute cette période, il a évolué entre 0,46 et il devrait être début 2019 à 0,44. Alors pour être plus précis sur notre situation d'endettement actuelle, vous voyez que nous sommes endettés au 1er janvier 2018 de 1 860 000 €, ce qui représente donc à peu près la moitié de nos recettes, un peu moins, 0,40%. Et cette dette, elle est constituée de 8 emprunts, 8 emprunts qui se terminent pour le premier d'entre eux, parce qu'il y en a d'autres qui sont terminés depuis longtemps, n'en parlons plus, mais dans les emprunts courants actuellement, le premier de ceux qui courent encore se termine en 2020. C'est un emprunt qui date de 2013 et qui avait servi à financer les investissements 2013-2014. Le second qui se termine en 2023. C'est un emprunt qui avait servi à financer la crèche. Et puis après, il y en a 3 autres qui se terminent en 2025, qui ont servi à construire le centre technique, à construire l'ALSH, à faire des travaux à l'église, et puis c'est tout. Et puis un autre qui se termine, alors cela sera un peu plus long, en 2030, c'est le prêt qui a servi à financer la réalisation du chemin des vignes, et c'est parce qu'il est tout nouveau, il date de 2015. Et celui que nous avons pris pour les travaux de Montanglo en 2018, il se termine, lui, en 2033. Pour information, alors par contre, cette fois-ci, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je vous ai donné tout à l'heure. Pour votre information et pour vous rassurer sur la bonne santé quand même financière de notre commune, les emprunts les plus chers sont ceux qui se terminent le plus tôt, évidemment, puisque celui qui se termine en 2020, il est à 2,25. Celui qui se termine en 2023, il est à 3,95, c'est-à-dire relativement cher, mais étant proche de la fin, ça n'a aucun intérêt de le refinancer, d'autant que certains ont déjà été refinancés. Et dans ceux qui se terminent un peu plus tard, en 2025, ils sont respectivement de 3,42. C'est celui qui est peut-être un peu lourd parce qu'il date de 2005, les autres étant à 2%, datant de 2010. Et ceux qui sont les plus longs sont des emprunts qui se terminent en 2026 à 2,40, en 2030 à 1,82 et en 2033 à 0,87. Donc c'est une situation qui est tout à fait saine et qui nous permet de continuer à financer notre investissement par l'emprunt, ce qui nous paraît être de bon sens s'agissant des investissements lourds et durables. Alors maintenant, il nous reste à examiner la liste des investissements proposés pour 2018. D'abord, alors c'est les slides à partir de la 47. Au chapitre 11, administration générale du mobilier à la mairie, toujours des achats de parcelles pour le chemin des vignes et le chemin des Préfésards, c'est des endroits où on a fait de la voirie en récupérant du terrain auprès des habitants et qu'il faut évidemment payer. Frais du SAF, c'est pas vraiment les frais du SAF, c'est versement au SAF des fameux 10% pour les 2 ou 3 propriétés qu'il est peut-être possible d'acheter cette année. C'est l'achat de la Poste, pour laquelle nous avons, je vous l'ai dit quand on l'a voté l'autre jour, obtenu la vente à la valeur nette comptable de 540 000, on a mis 550, mais il y a des frais à ajouter de toute façon. Une surcharge foncière si l'opération va l'office de la rue du Réveillon se fait en 2018, mais pour le moment il n'y a encore rien acquis. 6 000 € pour payer
des éléments informatiques permettant de numériser les permis de construire, et 15 000 euros pour équiper chaque élu d'une tablette permettant un travail collaboratif. L'informatique générale intervenant pour 15 000 euros, ce qui sont à peu près les dépenses annuelles. Pour l'école, 3 000 euros de travaux, plus 4 100 qui sont aussi des travaux de remise en état, et puis des travaux dans le logement de l'instituteur. En parenthèse, vous voyez qu'on va faire 3 500 euros dans un logement d'instituteur, alors qu'on ne lui aurait donné que 2 808 euros si elle se logeait par ses propres moyens. Ce n'est pas très avantageux, ce truc-là. Et la finalisation du projet de dépose minute au niveau du portail pour 90 000 euros. Des petites dépenses, une peinture de classe et des petites dépenses pour l'école élémentaire, pour presque 6 000 euros. Pour la maternelle, un petit peu la même chose, mais plus importante parce qu'on va rénover les toilettes. Des tables interactives, c'est-à-dire des tables informatisées, un sèche-linge, parce que ça consomme beaucoup de linge sale, apparemment. Des petites dépenses d'investissement. Pour la restauration scolaire, c'est chaque année 5 000 euros qui servent à remplacer les équipements qui tombent en panne. Il n'y en a pas tous les ans, heureusement. Pour la jeunesse, c'est l'installation de rideaux, essentiellement dans la salle. Un peu d'outillage, mais c'est minimum 850 euros pour le Cap Jeune. Même chose, 500 euros pour la connexion jeunesse. 600 euros pour les stages multisports, c'est de l'achat d'équipements. Et 750 euros pour les achats informatiques pour les services jeunesse. Et un poste plus important qui sont les postes toute ville et bâtiments. Finalisation. Oui, ça c'est petit, effectivement. Alors vous allez m'écouter comme ça. Ce sera je garantis. Le programme, la fin du programme ADAP, qui concerne essentiellement de la voirie et des cheminements pour 24 500 euros. La conformité de certains bâtiments à la suite d'un rapport du SIAGE pour 3 000 euros. La fin de la rénovation thermique de Montanglo pour 300 000 euros, à laquelle nous ajoutons le ravalement de Montanglo, parce que c'est pas le tout comme il sera en bon état, autant qu'il soit séduisant de l'extérieur. Donc ça fera 66 000 euros de dépenses supplémentaires, ainsi que 25 000 euros de dépenses supplémentaires pour ceux d'entre vous qui ont vu Montanglo aujourd'hui. Se sont aperçus qu'il y a une usine à gaz, c'est le cas de le dire, au-dessus de l'entrée. Donc on va camoufler cette usine à gaz derrière nos vents. Sur l'ensemble des bâtiments, il est prévu, comme chaque année, 35 000 euros de travaux, des études pour 45 000 euros, des aménagements pour la poste en fonction de l'usage qui pourra en être fait pour 100 000 euros. Pour la salle multi-activité, il n'y a prévu à ce stade-là que 15 000 euros de maîtrise d'œuvre. Le portail du CTM a été enfoncé il y a quelques jours et il faut donc le remplacer. Cela dit, l'assurance nous assurera un remboursement. Au niveau des matériels, il est prévu l'achat de 3 véhicules électriques et la mise en place de bornes de recharge pour 100 000 euros. De matériel pour le service entretien, 3 000 euros. Et pour les services techniques, 7 500. Pour les pompiers, nous allons mettre en état, comme chaque année, un certain nombre de bouches à incendie. C'est un forfait de 15 000 euros qui est prévu. Pour l'association et le stade de foot, il faut décompacter le schiste tous les ans, à défaut de faire un terrain synthétique, ça coûte 5 500 euros. L'entretien de la voirie communale représente, et ça malheureusement on ne fait pas d'économie là-dessus, 150 000 euros chaque année. Pour travaux voirie, reprise du rond-point des Pendants. Ça, ça ne surprendra personne. On rencontre le département demain pour ça. Une mise en place de grave bitume sur la rue du Réveillon. On ne va pas la refaire complètement, mais elle est tellement défoncée dans la partie en ville qu'il faudra prendre un petit peu quelque chose. Le cheminement piéton sur la voie aux vaches. Le cheminement piéton de la voie aux vaches, c'est la partie qui sépare le parking de l'école de l'entrée de l'école.
qui ne permet pas le passage croisé de poussettes et de fauteuils roulants. Donc, nous allons l'élargir. Ça aurait pu faire partie de l'ADAP, d'ailleurs. Des bureaux d'études pour 15 000 euros, des candélabres pour 15 000 euros, de la signalisation verticale pour 9 000, du mobilier ville pour 7 500, des arbres et arbustes pour 5 000, des décos de Noël pour 10 000 et des levées topo pour 10 000 également. Les levées topo, pour information, vont pour une bonne part s'intéresser à un levé topo sur la route de Lésigny, rond-point de Choigny-Serron. La route de Lésigny va être transformée, elle est de compétence territoriale, elle va être transformée, pas vraiment élargie pour la partie routière, mais élargie quand même parce que juxtée par une piste cyclable. Et les géomètres travaillent dessus actuellement. Absolument. À ça, il faudra ajouter des frais. Il y aura sans doute une DM, parce que ça ne se fera pas sans frais, même si les territoires auront une partie en charge. Mais nous, il faut qu'on achète les terrains. Le terrain, c'est 10 euros du mètre carré. Il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, mais il y a 10 euros à payer par mètre carré, plus les frais de notaire. Ça, pour le moment, c'est pas dedans. Voilà, bon, c'est toute ma présentation budgétaire. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Sachant qu'après, nous voterons en plusieurs temps. Alors, on a voté tout à l'heure la répartition des excédents. Là, nous aurons à voter les virements aux associations, en principe individuellement, et puis ensuite voter le projet de budget. À vous la parole. Et les syndicats votent individuellement? Ah, globalement. Oui. Oui, alors j'ai en fait c'est une question et une remarque. Sur la remarque, en fait, la subvention au CCAS est indiquée à 143 000 euros, 147 000 euros. J'ai regardé la dotation en 2016. En 2016, elle était de 100 000 euros. Donc en 2 ans, ça a pris en fait 47%. Ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, les subventions aux associations. Donc il est indiqué en 2018 une subvention de 55 000 euros. J'ai regardé en 2016 les subventions aux associations, 90 000 euros. Une baisse de moins de 38%. Alors, en fait, ma question est, pour les associations, c'est quoi le projet associatif de la ville de Sampigny quand on voit effectivement qu'en 2 ans, ces dotations aux associations ont diminué de 38%, et pour le CCAS, assez paradoxalement, on s'aperçoit que la dotation augmente, mais quand on regarde en fait les bénéficiaires en termes d'aide sociale, on s'aperçoit qu'ils sont très peu nombreux et que le montant en fait des aides est extrêmement faible. Donc ça m'interroge en ce sens que d'un côté la dotation augmente, mais on ne voit pas les effets visibles de cette augmentation de la dotation du CCAS en termes de bénéfices pour en fait les Centenois, et dans le même temps on a un phénomène inverse sur les associations. Ces 2 budgets sont des marqueurs extrêmement importants de la solidarité du village. Et c'est vrai que ces marqueurs, aujourd'hui, ils sont un petit peu paradoxaux. Les associations, c'est très important, parce qu'effectivement, c'est ce qui permet en réalité de créer du lien social, de la mixité. Et donc, ça me semble très important que, plutôt que d'acheter des tablettes pour un travail collaboratif pour les élus, on investisse plutôt sur, effectivement, les associations, et on encourage, en fait, des projets associatifs qui sont porteurs de valeurs, qui sont les valeurs que souhaite porter la municipalité. Et quant au CCAS, là aussi, je trouve qu'il serait intéressant de faire une enquête sur qui sont en fait les Centenois, qui sont en situation de fragilité et comment on peut les aider.
Alors, je vais répondre sur l'aspect financier, puisqu'on parle budget, du CCAS au moins. Je laisserai le soin à... Je pense qu'ils ont À déjà Lionel. partie de la réponse pour ceux qui étaient faisaient partie des commissions finances, une partie de la réponse et pourquoi de la baisse de dotation de l'association. Oui. Je pense qu'ils ont Ne déjà la serait- réponse. alors, parlons des associations d'abord, si tu veux. La première version de la baisse, c'est qu'il y a certaines associations dont le subventionnement a été transféré au territoire. Pour d'autres associations, des règles de financement associatif, et c'est pour ça que je vais passer la parole à Lionel pour qu'il les explique à l'ensemble des personnes, ont conduit à réduire progressivement les associations qui disposent tout à l'heure d'un oreiller important, de façon à ce que la vocation d'une association, à mon avis, c'est bien sûr de fonctionner avec une aide de la commune, mais pas de thésauriser des sommes. Il est tout à fait compréhensible et même nécessaire d'avoir une petite réserve, parce qu'en particulier pour celles qui ont des salariés, tout problème pouvant naître avec un salarié peut nécessiter des versements, des paiements d'indemnités, de charges complexes. Quand il n'y a pas de salariés, ça ne justifie pas des matelas. Et ça, je vais laisser donc Lionel donner les détails. Pour le CCAS, en fait, la forme, le montant, l'importance du budget CCAS s'est changé il y a quelques années quand nous avons décidé d'affecter l'agent du social en rémunération au CCAS, ce qui a provoqué effectivement une augmentation sensible du budget du CCAS. Et quand on regarde bien le budget du CCAS, aujourd'hui, effectivement, la dotation elle-même, elle correspond au chapitre 12 et puis au chapitre concernant les aides, essentiellement. Il n'y a plus d'autres. On parle toujours du voyage, mais le voyage n'a pas d'impact direct, sauf quand il y a des glissements de financement d'une année à l'autre. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, sur le fond des choses, et je pense qu'on en reparlera au niveau du budget du CCAS, il est vrai qu'on peut penser qu'on est passé, disons, de la fin du XXe siècle, où nous avions des montants considérables d'aides, tout en ayant moins d'habitants, et je pense que nos habitants n'étaient pas forcément plus nécessiteux que ceux que nous avons aujourd'hui. Nous étions passés de niveaux d'aide considérables à des niveaux d'aide qui, dans les années 2008, 2010, 2012, étaient revenus à des niveaux plus faibles, mais sensiblement plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus sur les nombres de bénéficiaires du reste. Et aujourd'hui, on est probablement descendu un peu bas. Alors pourquoi est-on descendu un peu bas? On refuse un certain nombre d'aides de temps en temps. On n'aurait peut-être pas refusé autrefois. Mais on peut dire aussi, et ça a toujours été un des problèmes du CCAS, où une des difficultés, c'est d'identifier les bénéficiaires potentiels. Parce qu'il faut éviter d'avoir, excusez-moi, je ne veux pas être caricatural, mais avoir ces pauvres comme autrefois à l'église, où chaque famille prenait en charge plus ou moins tel ou tel bénéficiaire. Il faut éviter aussi de semer à tout vent. Et naturellement, la tendance des personnes n'est pas forcément de venir tirer les sonnettes. Il y en a quelques-uns qui viennent venir tirer les sonnettes. Ceux-là, on les connaît, il n'y en a pas beaucoup. Et bon, c'est une difficulté. C'est une difficulté qu'on ne résout pas forcément très bien. Sauf à faire une étude pour connaître justement Oui, mais quel genre d'études? Quels sont les publics sur son territoire. Il y a eu une étude des besoins sociaux Alors, qui a oui, été on l'a faite fait. en son temps, Par le clip notamment. et on a évoqué de le refaire. Alors, ce qu'on pourrait faire, effectivement, comme dit Sophie, Oui, l'étude des besoins c'est la sociaux. réactualiser. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Marie-Claire, Oui, parce ça, on peut que le refaire, on peut le on peut refaire. le refaire et gratuitement. C'est ce qu'on nous a dit là. Voilà. Ah bon, gratuitement? Oui, de refaire une étude, on en a On l'a reparlé. proposé. Et Ah bah, c'est je dans crois les, qu'il faut c'est dans les hésiter, tuyaux. c'est- C'est dans les tuyaux. De faire une EBS. Donc voilà la réponse qu'on peut faire pour le moment. Je te laisse préciser les règles de Oui, je ne subventionnement. reviendrai pas sur l'éthique et ce que l'on met derrière la vie associative, parce que là, je pense qu'on perdrait du temps, puisqu'on est vraiment dans cette optique de favoriser la vie associative. Si on retire à peu près ce qui a été retiré et redonné au territoire, ça fait à peu près 30 000 € de moins, ce qui nous a mené effectivement à une subvention totale de 55 000 € pour les associations.
On a eu des demandes de subventions pour cette année qui étaient encore en augmentation pour certaines associations. Et quand on les mettait en regard avec, quand on mettait en regard avec effectivement la trésorerie de l'association, finalement on s'apercevait pour certaines associations qu'on donnait des subventions de plus en plus importantes par rapport à celles qui étaient demandées et qu'en fait finalement c'est la trésorerie qui augmentait. On a en plus des règles qui avaient été fixées, expliquées et acceptées par toutes les associations de fait qu'ils puissent avoir en trésorerie à peu près un an de fonctionnement de leur association. On a encore des associations qui sont quasiment au double en trésorerie. Donc petit à petit, on a réduit un petit peu la subvention de fonctionnement pour pouvoir demander aux associations d'aller piocher dans leur trésorerie pour ce qui est de leur fonctionnement, sachant qu'on a repris, je reprends entre autres par exemple sur le tennis, des travaux qui de tradition ont été faits sur les budgets associatifs et en fait qui revenaient à des budgets municipaux et communaux, je pense à des réparations de toitures et ainsi de suite. Donc ce n'était pas effectivement, on n'avait pas à subventionner des associations pour ça, mais c'était sur notre budget municipal de pouvoir le prendre. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des baisses. Mais je crois qu'à l'époque, au niveau du tennis, M. Garnier, si vous me permettez, il y avait un accord avec la mairie justement parce qu'il y avait une reversion du tennis pour que la mairie fasse les travaux pour récupérer la TVA. Alors ça, c'est vrai, c'est une politique À très l'époque, ancienne j'étais au club de et tennis et on en avait déjà parlé. qu'on a fait Il n'y avait vivre. aucune trace écrite. Non, mais ça le vous problème. le savez pertinemment, je crois que M. le maire peut le confirmer. Ça se passait comme ça. Je ne vais pas trop le clamer. Non, mais Voilà. Mais il faut C'était quand même le dire. C'est pas illicite. non, C'était dans l'intérêt de la commune aussi. la volonté Voilà, aujourd'hui est de exactement. clarifier le rôle et Absolument. les subventions pour les associations qui sont à but des adhérents des associations, des centenois, et qu'effectivement, s'il y a des travaux qui incombent à une municipalité, c'est à nous de les faire. Derrière, on a un petit peu effectivement réduit certaines dépenses de fonctionnement pour justement essayer de garder encore un petit bas de laine qui s'est quand même réduit, parce que je crois qu'on a un peu moins de 10 000 € pour les subventions spécifiques à projet, qui permettrait effectivement encore, pour certaines subventions qui en cours d'année auraient besoin de monter des projets spécifiques, de pouvoir nous refaire des demandes spécifiques de projets sur lesquels on pourrait abonder. Effectivement, ça ne va pas chercher très loin, puisque on a aujourd'hui à peu près 10 000 €. On a déjà des associations qui se sont fait connaître, que j'ai eu au téléphone, qui m'ont dit voilà, on a des choses dans les tuyaux qui risquent de se décanter courant d'année, donc on sait déjà qu'on va piocher là-dedans pour leur donner un petit coup de main, pour lancer quelques pistes nouvelles. Donc c'est là-dessus qu'on essaye de jongler. Maintenant, force est de constater que je serai le premier avis des associations aussi, de pouvoir donner plus aux associations, et plus au reste, et ainsi de suite. Et malheureusement, il y a un arbitrage qui est fait, entre autres, par la commission finances. On a réattribué ce que la commission finances, auquel certains d'entre vous font partie, on a réattribué ce que nous nous avons donné en réattribution. Donc, et on a eu des coupes claires, effectivement, pour certaines associations qui avaient des vues et des demandes exorbitantes. Donc on a essayé d'être un petit peu rationnel et d'aider ceux qui avaient des trésoreries de l'ordre d'une 50aine d'euros en trésorerie pour des associations qui fonctionnent bien. Voilà, on a un petit peu aidé au projet. Mais le but, c'est que ça essaye de vivre et on essaye, et je pense qu'on essaiera de plus en plus de fonctionner sur des projets plus que sur subventions de fonctionnement, parce que malheureusement, effectivement, même si on a toujours besoin d'un peu de trésorerie, c'est pour ça qu'on l'a fixé à 1 an, c'est quand même un petit peu aberrant que je vois certaines associations nous demander plus que l'année dernière, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que la trésorerie qui monte. Et c'est pas le but effectivement, ce sont que les centenois puissent en profiter, alors qu'après, on puisse soit baisser les cotisations, soit faire des investissements pour les centenois, peu importe. Mais nous, on sera toujours prêts. Et oui, je suis d'accord avec vous, je regrette qu'effectivement aujourd'hui mon backend disponible pour les projets ne soit que de 9-10 000 €. Mais on sait très bien qu'à la fin de l'année, entre une ou deux nouvelles, peut-être pas associations, mais je pense de nouvelles sections, de nouveaux investissements, ou de nouveaux projets, on va piocher dedans et il ne restera rien à la fin de l'année. Juste une suggestion à ce sujet, c'est que en fait, les associations qui ont besoin d'un matelas devraient avoir dans leur statut une obligation d'une réserve statutaire. Voilà. Et ça, c'est entre autres pour les associations qui font des embauches, qui ont des salariés, ils devraient être notifiés dans les statuts, par obligation, d'avoir une réserve financière. Constituer une provision obligatoire. Exactement. Et pour revenir à l'exemple du tennis qu'on prenait tout à l'heure, l'intérêt du tennis, c'est pas vraiment de thésauriser. Ils avaient des profs de tennis, donc ça c'est logique. Mais par ailleurs, avec leur matelas, leur idée était très simple, c'est de faire des travaux quand ils en avaient envie,
Parce que la mairie ne va pas leur dire chaque année, on accepte de faire les travaux que vous demandez. On en accepte quelques-uns, mais pas tous. Alors avec le Madeleine, c'est pour ça, c'est ce qu'ils faisaient. Voilà, Là, on revient à une règle commune. Oui, une règle commune, mais Mais je remets pas en Non, mais pour cause, refixer un là. petit peu, non, mais pour refixer un petit peu, moi, ce que j'ai découvert quand j'ai récupéré l'association, j'ai appris effectivement que, par exemple, les tatamis du dojo avaient été payés par la CS. Oui. Donc, quand il fallait demander si on pouvait occuper le dojo, il faut demander à la CS s'ils sont d'accord pour occuper une salle municipale. C'était quand même un peu aberrant sur le principe. Donc, on a essayé de recadrer tout ça en disant, il y a peut-être eu effectivement des arrangements tacites, puisqu'il n'y avait aucune trace d'arrangement, et ce qui était d'autant plus ennuyeux, parce qu'après, on a eu des. Ça, en gros, il faudrait refaire ça, mais ça avait été payé par nous, mais pour vous, donc c'est à vous de le faire. Voilà, et donc à un moment, on a vu avec les présidents d'associations, on reclarifie, il y a ce qui est du rôle de la municipalité, et ce qui doit revenir qu'aux adhérents, c'est pour les associations, et il n'y a pas de mélange des gens, sinon on va se perdre. Il était temps. Place à d'autres questions, éventuellement. Juste Oui. une petite question. Pourquoi pour le conservatoire, enfin c'est technique, pourquoi c'est pas une somme ronde? Pourquoi ils ont demandé 1200? Moi c'est 1270, toutes les autres c'est 1500, 500, 800, machin. Les intervenants, Pourquoi c'est une somme comme ça, bien rapport au nombre d'heures, Au nombre d'heures, etc. C'est ça, c'est simplement par rapport à l'intervention à l'école qui est chiffrée. le nombre d'heures et un taux Et horaire. on rembourse Merci. l'association. Oui. Autre question? Sur les associations, on a regardé le budget, mais on ne l'a pas projeté. Si. 38. On est passé rapidement. Quand on regarde l'ordre de grandeur sur le budget global de la, quand on voit le budget global de la commune, on est à 8,8 millions et qu'on voit le budget, ça fait 0,5%. C'est-à-dire qu'on redistribue 0,5% aux associations. Et la question, je pense qu'on fait fausse route quand on dit on est plutôt à contrôler le budget, c'est on doit au niveau politique essayer de lancer des associations pour tout le monde. Et c'est ça, on doit être moteur et pas censeur. Donc on doit, Mais on la est subvention, justement. c'est une chose, mais derrière, il y a le terrain de foot, on va refaire le schiste. Enfin, il y a un certain nombre ensuite. Il y a Oui, mais des là, travaux à droite à c'est le gauche. fonctionnement des Il y a du associations. Et fonctionnement. nous, en tant que politique, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas redistribuer 0,5% du total. On doit inciter, créer une association pour le bien-être de Ça ces correspond à ce qu'a dit Lionel tout à l'heure. La notion de Non, projet, moi, c'est j'ai ça. compris l'inverse. La notion de projet, c'est l'évolution. Mais non, non. Mais si, ce que je dis aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est 0,5% et de dire je ne parle pas de glorifie parce qu'on baisse. Non, ne parlez pas de Santenois, ne parlez c'est pas de terrible. chiffres, vous mélangez les 0,5% avec l'intention idéologique. Donc ça va séparer les deux. Le budget est constant. Donc le Non, mais 0,5 est ne constant également. parlez pas des 0,5% et de l'intention idéologique. Aujourd'hui, mon but par rapport aux associations, c'est d'être sûr que tout ce que l'on verse comme subvention vienne en bénéfice des Santenois. Mais c'est pas ça la question. Mais C'est hors sujet là. mais non, puisque vous êtes en train de me dire qu'on ne fait rien pour vivre, pour faire développer les associations. Exactement. Alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si je donne 10% aux associations et qu'ils ne ni baissent leur demande d'adhésion, qu'on continue d'avoir des gens qui partent sur les communes voisines, qu'il ne faut aucun investissement pour leurs associations et pour leurs membres, qu'il y a des associations, des bureaux qui ferment, et que j'ai quand même donné ces 10%, et qu'au final, on va quand même de la baisse, est-ce que c'est ces 10% qui vont faire qu'il y aura plus d'associations que ça va mieux? Quand les associations ne sont pas capables, quand on les rencontre ensemble, de mutualiser des achats pour faire baisser leurs coûts et pour pouvoir, au contraire, avoir un peu plus de souplesse, Justement, c'est comment on fait. Comment on fait? Vous êtes là pour c'est ça. le travail que l'on fait, c'est le travail que l'on fait quotidiennement avec eux. Parce que plus on contrôle et plus on flique, et moins ça se développe. Mais parce que vous restez sur les 0,5%, vous ne voyez pas. Mais vous C'est comment dire? parce que vous restez sur les 0,5%, vous ne voyez pas tout le travail qui est fait à côté, de rencontres avec les associations, qu'on a encore rencontré il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est au mois de fin janvier, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, et avec lesquels on échange, on a des constructions, on a des projets communs autour du téléphone. On voit que l'élagage c'est 100 000 €, la tonte c'est 150 000 €. Qu'est-ce que c'est que Oui, 50 tout 000 à fait. €? Mais Comment on développe ça justement? là-dessus, je voudrais rappeler qu'on a quand même affiché une position politique qui est dire soutenir sans asservir. Et surtout sans diriger. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui venons, parce qu'on pourrait très bien constituer un organe municipal des sports ou de la culture. Et c'est nous qui déciderions ce qu'on fait. On a déjà un budget Ici, fonctionnant on a des énorme. associations, on soutient, on accompagne, mais on n'impose pas, on ne dirige pas. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des associations qui aient de l'autonomie,
de l'imagination, de l'envie et qui séduisent des participants. À ce moment-là, dans les discussions annuelles entre le président d'association et le responsable adjoint chargé de ce lien-là, on dit l'année prochaine, on veut faire, je ne sais pas quoi, enfin on veut développer, on parlait de boxe tout à l'heure, il y a une section boxe, je crois que la CS va mettre en place, a perdu l'année dernière une section qui a fait sécession mais qui s'est créée par ailleurs, avec laquelle on a travaillé, va créer une nouvelle section cette année. Dans ces cas-là, c'est du projet et c'est le budget de projet qui sert à aider. Sachant que par ailleurs quand même, je vous rappelle que tout à l'heure, quand on a longuement parlé de la salle, c'est quand même une subvention, entre guillemets, non négligeable, destinée aux associations. Il y a des associations qui veulent se développer qui ne peuvent pas faute de place. Donc la salle est aussi une des réponses dans l'accompagnement. C'est un choix politique. Et effectivement, et si demain on a de plus en plus de projets qui arrivent et de projets on viables, je demanderais, je serais le premier à demander si on pouvait monter le budget de l'association pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des associations. Je serais le premier, je serais ravi de le faire. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à l'ensemble des présidents d'associations quand je le vois, j'ai besoin aujourd'hui qu'ils soient plus proactifs pour avoir une vie associative et non pas des associations. Parce qu'aujourd'hui, on a des associations. Et je voudrais qu'on arrive à retrouver cette espèce de vie associative, qu'ils arrivent à mutualiser des achats, qu'ils arrivent à s'entraider, parce que ça aussi, ça peut permettre de faire des économies d'échelle. Et moi, je serais ravi l'année prochaine au budget de dire, non, là, il y a des vrais projets qui tiennent la route, il faut nous monter mon budget, parce que il faut qu'on donne un coup de main. Qui tiennent la route, on sent là vos propos, ils sont négatifs. C'est-à-dire, ça doit, au contraire, ça doit irradier, il doit y avoir plein de projets. C'est quoi, il y en a plein. Soit un peu plus en milieu associatif. Non, je suis beaucoup. Il y a aussi également un élément dont je veux venir, c'est sur les comparatifs. On ne compare pas dans tous les autres, on compare toujours par rapport au département. C'est-à-dire que là, dans les tableaux, on ne voit pas le nombre d'adhérents, intra-commune et extérieur au département. Ça, et ensuite, on le voit au niveau des budgets des associations. Oui, mais nous, on ne le voit pas là. Non, on l'a déjà demandé l'an passé, on ne l'a pas eu, cette année, on ne l'a pas. De voir le nombre de licenciés également par rapport au département. Je ne citerai pas une commune, mais sur chaque club, il y a toujours le nombre d'adhérents et de licenciés par rapport au département. Et c'est suivi pour chaque association, pour voir où on en est. Et ça permet de voir si on est au-dessus ou en dessous. Sur le tennis, sur le foot, on en est où? Par rapport au département? Oui, par rapport au nombre de licenciés sur le département. Par rapport à l'aide d'habitants, il y a combien par rapport au nombre d'habitants? C'est par rapport au nombre d'habitants, on en est où? Oui, mais est-ce qu'on a un gens qui viennent de l'extérieur? Vous le savez. Et ensuite, le nombre de licenciés, je ne sais pas, foot, tennis, combien par rapport au département, combien pour la commune? Et ça permet de voir où on est, voir s'il y a des efforts. Au contraire, si on est au-dessus, on se dit tout roule. Si on est en dessous, ou s'il y a des... Ouais, c'est de pousser. Ça, c'est des ratios que j'ai vus, que je vois. Et on a des chiffres, et les chiffres sont aussi à votre disposition. Voilà, je les ai, mais on pourra les pilotage. Ça, c'est pas un souci, je les ai. Voilà, mais vous pouvez les avoir de toute manière, au-delà de la communication que je peux vous faire, ils sont accessibles par la mutualité. Mais je les ai, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Ça, il de suivre les ratios par rapport au département. Le département, c'est pas mal, mais par rapport à d'autres. Au département, c'est plus discutable, parce que si par exemple on crée ici une association pour faire du golf, on ne trouvera pas l'équivalent à Bonneuil. Les ratios n'ont pas toujours du sens, ils sont liés à la population. Et on est à cheval sur 2 départements. Le golf, c'est... Oui, mais ça, là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit investir et financer le sport de nos voisins? Et ça, c'est suivi. Le football à Créteil, c'est suivi en parallèle avec le football à Créteil. On expose les chiffres. Le handball, on n'en a pas. Non, mais nous, on en a pas. Le football à Créteil, il faut exposer les chiffres par rapport au ratio. C'est sûr que nous, on n'a rien. Et si on a un club de handball qui veut se créer ici, on ne sait pas lui donner une réponse. Ah bah si, la réponse, elle ne fera pas de surenchère avec un club spécialisé sur Marolles. On ne fait pas de surenchère. C'est ça. On a des demandes, mais on n'a pas la place. On a la demande pour que Marolles puisse venir s'entraîner. On dit on n'a pas la place, mais il est hors de question qu'on fasse un club dont il y a déjà une concurrence. Déjà, là, on ne fera pas. C'est pas sur viable. l'interco, il faut être intelligent. Bon, on va peut-être laisser la place à d'autres questions, s'il y en a d'autres. Monsieur le maire, moi je voudrais faire un petit point quand même sur le budget. On a entendu 2 postes qui me tiennent à cœur. C'est l'achat de la poste à 550 000, qui représente une somme importante dans le budget, et puis une somme prévisionnelle de travaux d'environ 100 000. Moi je voudrais juste faire un petit retour en arrière. Aujourd'hui l'État
et j'aimerais que cette colère, vous la partagiez avec moi. Aujourd'hui, l'État nous oblige, ils enlèvent le TGF, ils nous pénalisent par la loi SRU. Il y a énormément d'actions qui viennent en retour sur l'impôt des Sainte-Noix. Si on fait un peu d'historique, le terrain de la Poste a été donné à l'État en 1969. Voilà, je me trompe peut-être dans les mémoires. Pas beaucoup. L'erreur à l'époque était peut-être de mal maîtriser les choses, et puis de pas faire une convention écrite. Le terrain a été donné pour que les PET fassent une poste. Ça avait été donné bien gentiment à l'État pour avoir un service public. Tout à fait. Le service public, le bail n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de bail amphithéotique qui aurait pu être imaginé en disant tant qu'il y a une poste, eh ben, on vous donne le terrain, s'il n'y a plus de poste, on récupère le terrain. Aujourd'hui, donc, les Sainte-Noix ont fait cadeau à l'État d'un terrain pour avoir une poste. Et aujourd'hui, les Sainte-Noix sont obligés de racheter la poste et de donner 550 000 € parce que eh ben, l'État l'a donné à la Poste, qu'il l'a donné à France Télécom, qu'il l'a donné à la SCI Postimo, et puis ben voilà, donc j'aimerais que soit exprimée une colère du conseil municipal auprès du préfet. Dans ce sens, on ne va pas faire une action, puisque je ne pense pas que malheureusement il n'y aura pas de possibilité, mais qu'on demande d'un côté, et ben, ce serait bien, vous voyez, on est même obligé de mettre l'amende de la loi SRU, on est obligé de la mettre, alors qu'elle va nous être remboursée. Pour moi, ce sont des aberrations. Voilà. Donc je tenais à exprimer au sein du conseil municipal cette colère, parce que pour moi c'est anormal. Alors la colère, pour ce qui nous concerne, on l'a déjà exprimée au moment de la fermeture. Vous avez permis de rouvrir un an après. C'est fini ça. Et d'autre part, je précise quand même, mais je crois l'avoir déjà dit, en ce qui concerne la Poste, nous ne payons que le bâtiment. Nous avons récupéré. Je suis d'accord, bravo, c'est bien. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doit le payer. Pour moi, c'est un scandale. Voilà, c'est tout. Et cet argent, j'aurais préféré qu'il parte ailleurs que dans le rachat de la Poste. Et je pense qu'on peut faire, pour une fois, oui, on va faire un commentaire là-dessus. Voilà. Il y a autre question? Parce qu'à ce moment-là, on va passer au vote des organismes, enfin des versements aux organismes de regroupement. Oui, donc oui, monsieur le maire, pour expliquer notre position de vote, nous avons un certain nombre de points durs qui sont des désaccords formels. Et ces désaccords formels, c'est effectivement le coût de la reprise, par exemple, du rond-point dépendant, où là, nous étions contre la construction de ces logements sociaux à cet endroit, et nous avions même engagé un recours en disant ça ne marchera pas. Donc là, nous sommes bien évidemment contre le fait de participer financièrement à quelque chose qui, pour nous, relevait de l'erreur. Nous sommes contre, en fait, la mise en place d'une signalisation sur la nationale 19, notamment d'un feu rouge. Ah oui, mais c'est pas une signalisation, ça, c'est un accès à la nationale. Oui, nous pensons que c'est une erreur majeure, compte tenu que ce projet, ça fait plusieurs années qu'il existe, et depuis le temps, eh bien, l'environnement a changé, et les flux de circulation se sont plutôt densifiés. Mettre en place un feu rouge à cet endroit, c'est avoir la certitude qu'il y aura un bouchon supplémentaire, notamment lorsque se déversera le tunnel de la déviation de la D60 qui contourne Boissy-Saint-Léger. Donc là, c'est pour nous un projet sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Bien évidemment, il y a les frais du SAF pour la préemption du centre-village, on n'y est pas du tout d'accord. La surcharge foncière du Réveillon, c'est malheureusement la seule entrée du village qui reste un petit peu authentique et préservée dans son milieu naturel. Vous souhaitez mettre en place un programme avec 100% de logements sociaux. Après les entrées de village, les deux entrées de village sur la nationale 19 qui ont défiguré ce village, nous sommes donc contre cette troisième défiguration du centre-village. Et donc, pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas en fait
le projet de budget 2018. Dont acte, ces raisons seront retenues et intégrées. Enfin, intégrées aux réflexions ultérieures. Donc nous allons en venir au vote, non pas des subventions associatives, mais d'abord des subventions aux organismes de regroupement, la page précédente, c'est-à-dire la page 37. Je vous propose, à moins que vous n'ayez une objection, de voter la page globalement, sachant qu'il y a là-dedans le versement au CIVOM correspondant au balayage et nettoyage, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est de 28 600 pour 29 900 en 2016 et 26 700 en 2017. La somme correspond au fait que, là encore, les services de l'État sont déficients au niveau de la Nationale 19 et nous faisons nettoyer la Nationale 19 régulièrement. Le syndicat de l'email, on est à 16 908, c'est la somme... oui, c'est la piscine, mais ça a été voté pour le syndicat de la piscine, donc c'est une somme décidée. La maison de retraite du Vieux-Colombier, c'est l'adhésion annuelle. L'ONF, c'est aussi la brigade équestre pour laquelle vous avez exprimé déjà. Le CIP, c'est un budget que nous traitons nous-mêmes et qui est bel et bien à 310 000. Le SAF, c'est simplement la participation, l'inscription de la commune, qui est le vieux lavoir ou qui n'est pas le vieux lavoir, ça ne change rien. Et le CIG Petite Couronne, c'est aussi l'adhésion pour les services de cet organisme. D'où un total de 368 pour 358 728 en 2016 et 343 605 en 2017. La différence étant pour une bonne part au niveau du site pour 14 000 € et au niveau du site parce que du côté du site, d'une part, on a le problème de gaz dont je vous ai parlé et puis on a aussi eu un certain nombre d'absentéisme et de remplacement de personnel. Donc, d'abord, êtes-vous d'accord pour qu'on vote globalement? Ou souhaitez-vous que je vous fasse du ligne à ligne? Oui. Alors, qui est défavorable au virement de 360 000 € aux organismes de regroupement? Personne. Qui s'abstient? Bien. Contact. Alors, pour la subvention des associations, est-ce que vous êtes aussi d'accord pour qu'on fasse un global? Jean-Claude, je voterai pas en tant que président de SAS. Légitime. Ben, c'est pas toi directement, donc tu as le droit de voter. Mais bon. Alors, en ce qui concerne les associations, êtes-vous d'accord pour accepter que nous virions la somme de 45 103 € en subvention aux associations en 2018? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Ah oui, alors et qui ne prend pas part au vote? Lionel, finalement 4. Non, prend pas part au vote. Donc 2. Jean-Paul Blogari. Ah, tu ne prends pas part non plus? Oui, oui, tu es dans le bureau. Ouais. 3. Pas d'autres abandons, entre guillemets. Dans la cour. Bien. Ok, donc c'est adopté à l'unanimité. Moins 3 personnes ne prenant pas part au vote. Nous avons terminé l'aspect. Non, il faut qu'on vote le budget globalement, c'est vrai. J'avais oublié. Alors, je vais vous demander de vous exprimer sur l'adoption du projet de budget global pour la somme de 6 264 000 en section de fonctionnement et 2 540 000 en section d'investissement. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Tout est bien noté. Et donc nous achevons le débat budgétaire sur ce vote. Nous aurons à reprendre non pas le débat budgétaire,
mais le débat sur les résultats, au mois prochain, je pense qu'on aura une de questions sans problème. Alors, il nous reste donc le compte-rendu. Oui, alors, je rappelle qu'on ne tombe pas dans le piège précédent. Qui a emporté la feuille d'émargement de la précédente session? Ben, je vous rappelle que les départs avaient été un peu... Ça peut pas être moi. Oui, mais ça peut être toi quand même, hein, qui es parti le premier, ça ne veut rien dire. Hein. Bon, donc vous aurez deux ah, c'est le budget là. Bon, donc vous aurez le budget à signer et les comptes rendus. Les comptes rendus après, mais il y en aura deux. Alors en ce qui concerne le compte rendu, je vous rappelle les termes de la lettre que je vous ai envoyée à tous, qui consiste à dire que reprendre les débats à l'occasion du compte rendu, c'est de la dépense d'énergie totalement inutile, et que pour ce faire, dorénavant, nous n'établirons plus de compte rendu détaillé. Le compte rendu détaillé sera le compte rendu filmé, disponible sur le site de la mairie, et que le compte rendu qui vous sera soumis sera un compte rendu succinct, c'est-à-dire qui reprendra l'ensemble des délibérations qui ont été adoptées lors du conseil municipal. Nous avons rétabli le compte-rendu de la session précédente de la même façon que les précédentes, c'est-à-dire on a intégré un grand volume d'additifs. Je suggère que nous n'entrions pas dans le détail et que nous votions ce compte-rendu, accepté ou refusé, tel qu'il est dans sa globalité et qui vous a été envoyé. Et je vous poserai directement la question, qui s'y oppose, tel qu'il a été rédigé, que vous l'avez reçu? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Le compte-rendu précédent est donc adopté et va être soumis à votre signature. À notre signature. Christophe, tu signes aussi pour le relevé. Si vous vous souvenez, pour aujourd'hui, qui vous représentez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le précédent. Non, c'est le budget. Donc, ce qui vous présentiez, on va peut-être vous le dire en janvier. Alors, en janvier, Anne de Rivet était représentée par Marie-Claire Bellarano. Donc, je signe deux fois celui-ci. C'est que le début. Et Claire Lacombe était représentée par Sophie. Et c'est tout. Là, c'est bien pour aujourd'hui. Non. Celui-ci, c'est pour aujourd'hui. Ah, celui-là. C'est les gens qui vous présenter aujourd'hui. L'autre, c'est le précédent. Alors, il est 23h25, le conseil est clos.